Bon, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que je fais là? Parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai entendu. Et si je veux justifier ma présence, le jeune garçon qui nous a présenté tout à l'heure a dit que j'étais venu de la gauche à la droite. Non. C'est pas parce que j'ai cessé de gauche que je suis devenu de droite. Je veux sortir de ce piège gauche-droite et vous inviter à en sortir, parce que c'est ce qui nous enferme tous aujourd'hui. Et je dis aujourd'hui, je ne suis plus de gauche ni de droite. Je pense que quand aujourd'hui on se détermine comme de gauche ou de droite, c'est qu'on est politiquement un dominé ou un imbécile. Voilà. Alors il y en a qui y tiennent beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que ces termes-là n'aient pas de sens justement historique. Moi, ce qui m'intéresse chez Maurras, vous savez que je viens du marxisme et du Parti communiste, mais que j'ai jamais été un scolastique du communisme, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris le capital pour un nouvel évangile. Je me suis intéressé à un outil critique très performant pour critiquer l'épopée libérale qui s'appelle le matérialisme dialectique et historique, ou inversement, qui ressemble beaucoup à l'empirisme organisateur, puisque c'est une pensée, comme celle de Maurras, historique et dialectique. Or, il n'y a pour moi d'intelligence, sauf pour les religieux, ce qui est autre chose. Il y a soit la révélation, vous avez entendu des voix, je ne peux pas en discuter, et là vous êtes religieux, soit vous pensez, et si vous pensez, vous ne pouvez penser qu'historiquement et dialectiquement. Sinon, vous faites semblant de penser, ou vous croyez que vous pensez. Voilà. Et pour ça, dans la séquence historique qui est la nôtre, qui s'appelle l'épopée libérale, qui est une séquence à la fois philosophique et économique, les deux s'engendrent réciproquement. Les deux outils critiques qui nous ont été offerts pour critiquer, je dirais, et par la gauche et par la droite, le monde dans lequel nous vivons, qui est le seul vrai totalitarisme, puisqu'il a triomphé de tous les autres et il a soumis tous ceux qu'il a désignés comme totalitarisme, et bien ces deux outils critiques sont le marxisme et le maurassisme, d'une certaine manière, mais bien compris, qui sont deux outils critiques, historiques et dialectiques. Et moi, venant du marxisme, il m'a semblé très intéressant pour être efficace et augmenter ma capacité et mes performances de découvrir l'outil critique, je dirais, de droite. Et j'ai invité de la même manière ceux qui venaient de l'autre côté à faire le chemin inverse. Et c'est d'ailleurs ces réflexions ont entraîné une action, parce que comme il y a toujours réflexion et action simultanée, quand je suis passé par le Front National, comme vous le savez, en conscience, j'ai dit aux gens que j'ai rencontrés là-bas, vous détenez un savoir historique et une connaissance et une honnêteté qui se perd et qui est fondamentale. Il est dommage parfois que vous soyez fragilisés car vous ne connaissez rien à la pensée d'en face de la gauche. J'ai eu des discussions très intéressantes avec un honnête homme cultivé qui est Bruno Gollnisch, personnage charmant, cultivé, totalement respectable. Je crois que Raymond Barre, 15 jours avant sa mort, a avoué que c'était un honnête homme, parce qu'il savait qu'il allait mourir 15 jours après. Il a aussi fait d'autres petites révélations, pour ceux qui s'en souviennent, au sujet d'un certain lobby qu'il aurait persécuté ignominieusement. Enfin, il a été courageux parce qu'il mourrait 15 jours après. C'est un peu le courage à la française en ce moment, depuis mes 40, malheureusement. Donc je disais, pour revenir à Gollnisch, c'est dommage que toi qui connais si bien l'histoire de la droite française et des droites françaises, qui sont nombreuses, puisque l'autre jour on a discuté tous les deux, je dis c'est dommage d'employer le mot réactionnaire, parce que le mot réactionnaire c'est la pensée de la vengeance et de la revanche, sans vouloir comprendre ce qui s'est passé pour qu'on perde la partie. Si à un moment donné la monarchie tombe, c'est qu'elle mérite de tomber d'une certaine manière, c'est qu'elle est plus capable de se tenir par elle-même. Et si on veut gagner la revanche, la meilleure chose à faire, c'est ne pas pleurnicher, ou se plaindre, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé pour pouvoir, à la limite, gagner la revanche. Et ça, ce n'est pas une pensée réactionnaire, c'est une pensée, justement, je dirais même, une pensée d'avenir, une pensée dialectique, une pensée historique, et qu'on peut qualifier soit de conservatrice, soit même il y a un autre mot, de traditionnel, mais le mot réactionnaire est pour moi le mot le plus fragile, justement, quand on vient de la gauche. On dit, vous êtes un réactionnaire, c'est-à-dire vous refusez le résultat du match que vous avez perdu, vous ne voulez pas comprendre pourquoi vous avez perdu, et vous perdrez éternellement puisque vous ne voulez rien comprendre. Et c'est pour ça que c'est un mot, moi, que je bannis de mon vocabulaire. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée traditionnelle et la pensée conservatrice. D'ailleurs, la pensée d'abord conservatrice, puis traditionnelle. La pensée conservatrice en ramenant à la pensée traditionnelle qui est plus de l'ordre de la métaphysique. Bon, voilà, c'est un autre sujet. Et quand je parlais avec Gollnisch, je lui disais, c'est dommage, toi qui connais si bien la droite et les droites, que tu connais si mal la gauche, et que quand tu me parles, tu me confonds avec Cohn-Bendit, alors que je viens du Parti communiste français. Donc, par exemple, je le dis pour les gens qui n'ont pas de culture de gauche, nos pires ennemis à nous, qui étions communistes français, c'est-à-dire patriotes, il suffit d'aller à la fête de l'UMA pour s'en rendre compte, c'était les trotskistes, nos
pire ennemi, ce qu'on appelle les sociaux-traîtres, qui aujourd'hui sont incarnés par Mélenchon. C'est eux qui nous ont fait la peau, pas vous. Parce que pour faire peur, pour détourner un ouvrier, je dirais, du communisme, c'est pas un patron de droite qui va le faire, c'est un manipulateur trotskiste, évidemment, qui lui sera le séducteur, celui qui passe par la porte où on peut passer. Et c'est très important pour un homme de gauche de comprendre la diversité des droites, et notamment qu'il y a des conservateurs, des penseurs de troisième voie, des traditionalistes, et pas que des réactionnaires, donc ne pas mépriser l'ennemi et le comprendre, ce qui est fondamental, et de l'autre côté, de comprendre que dans l'histoire de la... comment dirais-je, de l'épopée progressiste française, puisqu'elle existait, il y a des progressistes honnêtes et passionnants et profonds, comme Rousseau, il y a des progressistes qui sont de purs salopards, comme Voltaire, il y a des progressistes floués, comme Robespierre, il y a des progressistes déjà sur une lecture de classe, comme Marat, il y a toutes sortes de progressistes, et il y en a de très respectables. Voilà, c'est ça. Et quand on commence à penser comme ça, eh bien effectivement, on se rend compte que non seulement il y a des convergences profondes entre la gauche du travail et la droite des valeurs, c'est pour ça que c'est le sous-titre d'égalité et réconciliation, c'est à ce niveau-là qu'on parle d'égalité et de réconciliation. Ce ne sont pas des a priori, je dirais, transcendantaux et des concepts vides dont je me méfie autant que les gens de l'Action française, mais c'est égalité et réconciliation entre la gauche du travail et la droite des valeurs. Dans quel but? Toujours union topique pour un objectif dans une séquence historique donnée, avec une analyse profondément dialectique, jamais au nom des sens éternels. C'est parce que si on veut vaincre demain le totalitarisme libéral, on ne sera pas trop de la gauche du travail et de la droite des valeurs pour y arriver. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui à un moment donné a fait que je me suis approché du Front National et que j'ai dit notamment à Le Pen, si vous n'évoluez pas sur la question sociale et si vous restez des libéraux et des réganiens, vous êtes morts. Car aujourd'hui, vous devez être des antilibéraux, si vous voulez avoir encore une raison d'exister historique, c'est-à-dire une fonction objective, morale et positive, je dirais. Et ça a été compris, et heureusement, parce que si le Front National était resté sur son anti-étatisme, son anti-fonctionnaire et son riganisme, aujourd'hui, il n'aurait plus aucun espace politique. Donc l'intérêt justement de cette, je dirais, vision stéréophonique du monde, c'est-à-dire d'avoir son œil gauche et son œil droit, c'est que ça donne une compréhension de ce qu'est la réalité historique et politique, ce qu'on appelle une totalité en cours, une totalité en mouvement permanent. Et tout ça, ce qui m'a plu quand je me suis intéressé à Maurras, c'est que j'ai vu effectivement que c'était un dialecticien, que c'était un penseur de l'histoire, qu'il évitait l'essentialisme, ce qui d'ailleurs fait aussi que c'est un penseur difficile à comprendre, même dans son propre camp. Il n'y a rien de plus difficile que de comprendre, à mon avis, le maurassisme, parce que ça demande une grande plasticité d'esprit, que de même qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être un marxiste qui ne trahit pas Marx et qui ne sombre pas dans la scolastique. C'est-à-dire, il y a des gens qui cherchent pourquoi avez-vous trahi le prolétariat? Je dis non, parce qu'à un moment donné, les forces productives engendrant des mutations des rapports de production et les rapports de production engendrant des mutations de classe, à un moment donné, le constat de 1860 n'est plus le constat d'aujourd'hui, et quand on est dans la nostalgie, on est un penseur réactionnaire, et c'est le contresens absolu quand on prétend être un penseur de l'histoire et de la dialectique. Et malheureusement, je vous le dis, il y a largement autant d'imbéciles à gauche qui ont d'ailleurs conduit finalement à la destruction totale de cet outil pertinent qui était le marxisme pour critiquer le libéralisme, et qui a amené finalement le sommet de la connerie, à mon avis, qu'on peut faire comme constat, c'est le NPA, où on en arrive à la fin, et il ne reste plus que de l'internationalisme que le métissage et l'antiracisme, vous voyez, qui est quand même le niveau zéro de la pensée ouvrière, vous voyez, voilà. Donc on voit bien que à droite on est tombé dans la soumission totale à une pensée HEC libérale anglo-saxonne, et puis à gauche à Besancenot, et aujourd'hui quelqu'un d'un peu plus malin que Besancenot qui est Mélenchon, mais qui en réalité amène à la même chose. Donc l'intérêt d'être là ce soir, c'est effectivement d'arriver à additionner, et à aussi, quand on les additionne, de les faire se critiquer réciproquement, ces deux outils critiques du même ennemi central, qui est l'ennemi, je dirais, fondamental, car c'est lui qui a le pouvoir, car c'est souvent aussi ce que j'explique, ça ne sert pas grand-chose de se battre contre des gens qui ont perdu le pouvoir depuis longtemps et qui sont des perdants. On voit bien que les monarchistes aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont critiqué parce que pratiquement j'aurais un nom avec une particule. Il faut déjà être très con pour penser qu'une particule veut dire noblesse. Et puis même si on est d'origine aristocratique, ce que je suis par ma mère, c'est pas pour ça qu'on a hérité d'un château avec les terres qui vont autour et d'une rente. En général, même si on a eu la malchance d'hériter d'un château, c'est la ruine garantie parce que ça coûte cher. Parce que contrairement, vous savez, aux dynasties anglaises qui nous donnent qui est le droit d'aînesse, on
En Angleterre, on hérite du château et du village autour, avec tous les loyers à toucher et toutes les terres. En France, avec ce droit très égalitaire qui est le droit familial français, dont parle très bien Todd, on a le château mais on n'a rien d'autre, on n'a que les frais de toiture, ce qui en général ce qui fait qu'on est ruiné. Et tout ça c'est cette pensée stupide de gauche comme de droite qui fait que c'est très catastrophique d'essayer de dialoguer avec malheureusement le soumis moyen, qui est l'imbécile moyen malgré lui, parce que ce soit pour parler de la gauche à droite, il ne dit que des âneries. Et moi, la seule chose que j'essaye de faire modestement, parce que mes tentatives, je dirais, de jeunesse insurrectionnelle, mon pathos révolutionnaire m'ont conduit progressivement à la modestie, c'est d'essayer de contribuer à faire un peu monter le niveau de conscience, je dirais, citoyenne, parce que je me dis que quelqu'un qui a une vraie culture politique est un peu moins facilement manipulable, et je crois que c'est la démarche, je dirais, la plus modeste, la plus saine et la plus fondamentale à entreprendre avant de pousser les gens à voter, ce que moi, personnellement, je ne fais plus. Voilà. Donc, les raisons de ma présence ici, effectivement, c'est déjà de renouer avec quelque chose qui a existé avant la guerre de 14 et qui a d'ailleurs été détruit par la guerre de 14, c'est-à-dire le haro contre les Boches, qui était le cercle Proudhon, c'est-à-dire cette discussion intelligente et fraternelle entre la droite maurassienne et la gauche issue, on va dire, du syndicalisme révolutionnaire, qui, comme ils n'avaient pas adhéré à l'arrogance du socialisme scientifique, c'était quand même capable de dialoguer, puisqu'il y a eu aussi, je le reconnais, une des explications qui fait aujourd'hui un violent rejet du marxisme, ça a été la très grande arrogance du marxisme universitaire pendant des générations, qui a quand même été très arrogant sur le plan du concept en méprisant absolument tout le monde, surtout après 1945, et qui aussi a bénéficié d'un partage de pouvoir très malhonnête qui était la culture à la gauche marxiste et la gestion des affaires à la droite patronale. Ce qui fait que cette hégémonie culturelle et universitaire du marxisme dans les années de 1945 finalement à 68 a fait que ces gens-là ont été terriblement arrogants et agaçants, et qu'aujourd'hui qu'ils sont affaiblis, effectivement on a plaisir à piétiner des puissances affaiblies comme on a plaisir à piétiner l'ancien empire français. On le voit avec la manière dont on se fait systématiquement injurier par ceux qui sont soi-disant chargés de parler au nom des jeunes de l'immigration, et qui d'ailleurs ce ne sont souvent d'ailleurs pas eux qui parlent. Moi je me rends compte que quand on parle réellement avec les jeunes issus d'immigration, ils ne disent pas la même chose que les journalistes trotskistes qui parlent en leur nom. Ça c'est l'histoire des SOS Racisme, et pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, qu'ils regardent l'incroyable vidéo que nous avons mis en ligne sur le site, qui est le témoignage de Madame Bellegoul sur comment la marche des beurs a été trahie, récupérée et entièrement retournée par les trotskistes des SOS Racisme, qui n'étaient absolument pas issus d'immigration et ni de la classe populaire. Voilà. Donc voilà, je digresse un peu là-dessus. J'ai pris quelques notes aussi. Pour bien rappeler effectivement que nous sommes dans une séquence historique de la domination totale de quelque chose qui s'appelle le libéralisme, et qui est une religion en réalité, et que, comme le dit très bien Michéa, il y a un libéralisme de gauche et de droite qui se complètent parfaitement, c'est le masque de Janus du libéralisme. Pour ça, je renvoie aux excellents livres et aux excellentes conférences de Michéa, qui est très très bon sur le sujet. D'ailleurs, il est même tellement bon sur le sujet qu'il n'ose pas aller au-delà, et qu'il a tendance presque à tourner en rond, parce qu'aller au-delà, ça serait, comme je le dis, non plus viser mais tirer. Il faudrait désigner des cibles, et là, à mon avis, il se mettrait dans le rouge, comme je me suis moi-même mis dans le rouge, parce qu'au-delà des concepts dans l'histoire, il y a des gens qui portent les concepts, et des groupes, n'est-ce pas, et dire les concepts, c'est autorisé dans l'université, mais donner les noms des gens qui animent et qui portent les concepts, vous voyez, vous pouvez parler du néolibéralisme le plus dégoûtant, vous avez le droit, mais si vous mettez Jacques Attali à côté, vous commencez déjà à vous mettre un peu dans le rouge. Et si après vous montrez qu'il appartient à une caste, qui serait peut-être même une communauté, et là, ça devient très très risqué. Voilà, donc donc vous comprenez pourquoi certains universitaires, qui sont des fonctionnaires d'État, je rappelle quand même que ces gens-là sont payés par l'État, donc payés par les gens qui sont censés plus ou moins combattre ou critiquer. Il y a pour les universitaires une limite dont je peux quelque part m'abstraire, exactement comme le roi de France pouvait se tenir à distance des puissances d'argent. Vous voyez, nous, les penseurs libres comme Marion, moi et toi, je ne sais pas si tu es enseignant, vous voyez, tu as un petit devoir de réserve.
Voilà. On n'est pas propriétaire de notre charge, mais on a quand même une certaine autonomie. Oui, enfin, quand on est payé par l'État, on a certaines règles à respecter et on est quand même obligé de travailler un peu et d'obéir à celui qui vous paie. C'est tout le mensonge, excusez-moi, de la gauche universitaire marxiste des années 45-70, c'est que tous ces grands penseurs qui voulaient mettre à bas l'État bourgeois étaient payés par l'État bourgeois. Et donc finalement, est-ce qu'ils avaient vraiment intérêt à le mettre en l'air ? C'est pas évident quand on regarde. Moi, j'ai bien connu ce monde-là de l'intérieur, la vie très agréable qui était finalement celle de mandarins entre 1945 et 68. Et le meilleur exemple qui illustre cette tartufferie intégrale, cette duplicité totale, est la figure de Jean-Paul Sartre, qui est pour moi le Voltaire de l'époque contemporaine, et c'est pas pour rien d'ailleurs que De Gaulle, soit par ironie, soit par naïveté ou par, je dirais, intelligence non objectivée, disait en mai 68 à propos de Sartre, on ne met pas Voltaire en prison. Effectivement, on n'a pas à mettre Voltaire en prison, il travaille pour vous. C'est ce que peut-être De Gaulle n'avait pas totalement identifié sur le moment, qu'il aurait peut-être compris quelques années plus tard. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien rappeler. Nous combattons contre un ennemi puissant qui a le pouvoir et qui en a de plus en plus, qui est ce que Hegel appelait la bête sauvage, qui est l'ogre libéral, qui est une religion qui s'appuie effectivement sur quelque chose de très joli qui s'appelle les droits de l'homme, l'égalitarisme abstrait, quelque chose de très fumeux puisque c'est totalement abstrait, et qui en fait derrière, si on veut être honnête, ce que j'appelle moi l'apologie d'un modèle qui s'appelle la démocratie et qui est en réalité, quand on creuse, on appelle la démocratie de marché et d'opinion. Voilà, c'est-à-dire l'opinion contre la vérité, la doxa, et l'opinion payée, achetée par l'argent. C'est-à-dire qu'en réalité, après des années de réflexion et de pratique, la démocratie, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le résumé le plus radical que je peux faire. Et effectivement, qui pouvait résister au pouvoir de l'argent ? Celui qui en avait beaucoup, comme le roi, et celui qui n'en a pas du tout et qui n'en a pas vraiment besoin, qui peut être effectivement l'être dont parle Orwell, peut-être en l'idéalisant un peu, qui est celui effectivement qui, à l'échelle dans laquelle il vit, ne se pose pas ce genre de questions. Voilà. Et qui est le plus corruptible ? Évidemment, tous ceux qui se retrouvent entre les deux. Maurras dit bien il y a deux forces. Il n'y en a que deux. Il y a l'argent et le sang. Oui. Et seul le sang, qui pense à la vérité, bien sûr, est une autre force qui peut s'opposer à l'argent. Oui, enfin, on arrive à cette même conclusion, c'est que le monde est en fait le monde de la domination de l'argent, et pour comprendre qui a le pouvoir, il faut voir qui a l'argent et qui est derrière l'idéologie de l'argent. Et après, on voit que c'est complexe et composite. Il n'est pas question non plus d'essentialiser ou de simplifier. Il y a des déterminations qui se croisent et qui se cumulent. Mais je pense que c'est ça la bonne grille de lecture. Et n'oubliez pas que c'est ça qu'on veut, que l'idéologie dominante, par tous les moyens, essaie de vous empêcher de comprendre. Voilà. Je me suis rendu compte pendant des années que le seul sujet que je ne connaissais pas bien finalement après toutes mes lectures et mon travail, c'était la monnaie. Et j'ai compris pourquoi c'est le sujet que j'avais compris en dernier, parce que c'est le sujet le plus fondamental pour comprendre ce que c'est que la domination contemporaine. Voilà. Le maître de la monnaie et le maître du monde. C'est pour ça que c'est la discipline sans doute la plus mal enseignée et même la moins bien sue par les historiens, même d'ailleurs par certains marxistes. Comme je le dis souvent, Arlette Laguillet parlait toujours des patrons et des travailleurs, jamais des banquiers, qui sont au-dessus des deux. Et qu'a été le métier toute sa vie d'Arlette Laguillet ? Banquier. Employé de banque. Les choses sont assez magiquement cohérentes et transparentes quand on apprend à penser jusqu'au bout. Alors évidemment, elle ne le savait pas qu'elle avait fait le sale boulot toute sa vie. Mais l'air de rien, c'est assez parfait qu'elle était toute sa vie, en fait, à son insu, au sens professionnel et, je dirais, radical et essentiel et conceptuel du terme. Elle a été toute sa vie une employée de banque qui ne le savait pas, en répétant inlassablement « patron, travailleur, patron, travailleur ». Le but de cette dualité stricte et exclusive était là pour cacher le tiers exclu, le maître de tous, qui était le banquier. Voilà. Et c'est assez intéressant de voir que souvent tout fonctionne comme ça. Il y a toujours souvent quelque chose de très pratique au bout des choses qui paraissent très, très contingentes ou très, très conceptuelles. Voilà. Sinon, j'avais encore une petite remarque, c'était sur l'ambiguïté du centralisme. C'est que souvent, quand j'ai fréquenté les réactionnaires, ils m'emmerdaient parce que j'ai écrit le discours de Valmy, comme vous le savez, qui est un discours d'ailleurs assez subtil, puisque c'est la jonction de la France
de Mélenchon et de celle de Maurras pour dire nous prenons toute l'histoire de France, il serait catastrophique de faire une rupture et d'opposer l'une à l'autre. C'est ce qui est fait, il faut tout prendre. C'était la phrase que j'avais mis dans la bouche de Le Pen, que Marine a repris d'ailleurs, c'est « je prends tout ». On prend tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est autre chose, mais on doit tout prendre. Parce que comme pour une famille, voilà, on renie aucun des enfants. C'était ça. Hein. Mais cette question m'amène à ce petit point. C'était l'idée du centralisme jacobin. On m'emmerdait à chaque fois avec ça. Et moi, je crois que ça, c'est un pseudo-concept. Celui qui a créé le centralisme jacobin, c'est Philippe le Bel. En fait, c'est la monarchie qui a pu faire la France parce qu'elle a centralisé, c'est-à-dire au sens où elle a fait un pouvoir au-dessus des autres, qui a démontré Marion pour éviter la violence et le danger très inégalitaire des baronnies, et qu'on constate quand on étudie les monarchies faibles, notamment la Pologne du XVIIIe, XVIIe siècle, ou même une certaine Russie en voie d'effondrement. La monarchie française a été la grande nation parce que justement les rois de France ont arrivé à créer un pouvoir centralisé, observateur et moralisateur et d'équilibre, justement pour maintenir cet équilibre subtil qui est le triangle monarchique, qui est souvent mal compris par les opposants à la monarchie, qui est effectivement le roi, le peuple et les féodaux, et que le roi est là pour éviter les abus féodaux contre le peuple, hein, voilà. Et que pour ça il faut un pouvoir centralisé, hein, parce que sinon. Alors après, le concept dont on parlait tout à l'heure est plutôt de l'ordre de la subsidiarité, qui effectivement, pour contrebalancer le danger d'un pouvoir centralisé, c'est la subsidiarité. Je pense que certains savent ce que c'est en économie politique, la subsidiarité, c'est que le pouvoir s'effectue au plus près du sujet traité, hein, voilà. Mais on peut imaginer un pouvoir relativement centralisé pour éviter le danger des baronnies, et ça a beaucoup à voir avec l'histoire récente de la France, avec la décentralisation qui a fait exploser les impôts locaux et qui a fait renaître les baronnies et les abus locaux, etc. Alors qu'avant, il y avait à la tête de l'État français des gens qui vérifiaient qu'il n'y ait pas trop d'abus, qui étaient des grands commis de l'État, très moraux, un peu comme il y a eu les hussards de la République qu'on peut respecter et admirer même si on n'est pas de ce camp-là, et c'est ça qui a été détruit avec la décentralisation, et ça n'a pas amené la subsidiarité, ça a amené l'explosion des impôts locaux, les baronnies, les tricheries locales, etc. Et c'est pour ça que quand on me parle de centralisme jacobin, je dis que c'est souvent une mauvaise critique qui est faite, qu'en fait c'est quand même il n'y a pas de grande nation sans État centralisé et sans corps de fonctionnaires, ce que j'essaie de faire comprendre à Le Pen. Si vous êtes nationaliste, vous ne pouvez pas être contre les fonctionnaires. S'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation. Voilà. Donc il faut critiquer les abus des fonctionnaires. D'ailleurs aujourd'hui c'est un peu un combat d'arrière-garde, parce qu'il y a vraiment d'autres abus. Donc c'est ces petits détails-là que je pense qu'à l'Action française peut ouvrir un atelier sur la réflexion sur... Là j'ai une petite réponse que je peux faire. C'est qu'en fait, il y a bien deux sujets. Il y a la centralisation administrative qui a été effectivement faite sous l'Ancien Régime et qui avait pour but disons, de contrebalancer le pouvoir des féodaux et d'établir la justice. L'état de droit. L'état de droit. Et puis, il y a la question de la centralisation idéologique. C'est autre chose. Et du déracinement, qui est vraiment un autre sujet. Et je pense que Maurras, à travers le mouvement mistralien, comme il était très provençalisant, il a écrit une partie de son œuvre en provençal d'ailleurs, défendait vraiment l'enracinement par opposition à la nationalité. Mais souvent, c'est bien que tu le précises, souvent il y a un glissement qui est fait de l'un à l'autre, chez les mecs de droite un peu bornés, et je me suis souvent heurté à ces gens-là, effectivement. La dictature idéologique qui nie finalement les différences, puisque là on peut s'appuyer sur la gauche pour dire parce que vous aimez les différences, acceptez-les jusqu'au bout. C'est ce centralisme idéologique, c'est un appauvrissement. Mais par contre, toucher à un certain centralisme administratif, c'est aller contre le nationalisme, c'est aller contre l'idée d'une nation forte et puissante, c'est aller contre la justice pour le peuple, etc., etc. Et mettre ça sur le dos des Jacobins, c'est souvent une erreur parce qu'en fait, ils n'ont fait qu'hériter sur le plan administratif de quelque chose qui était déjà totalement là. Et justement, quand Mélenchon est tout fier du centralisme jacobin, en fait, il usurpe quelque chose qui a été construit par les rois de France depuis surtout Philippe le Bel, je crois. Et en fait, finalement, il y a chez Mélenchon que le mauvais côté du centralisme, qui est finalement le totalitarisme idéologique des droits de l'homme. Ça serait ça. Donc ça, c'est comme moi j'ai cette double culture, effectivement je ressens parfois le moment où ça achoppe et où ça empêche les réconciliations. Donc c'est des pistes que j'envoie comme précises sur le mot réactionnaire. Marion, tu veux dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire que sur recommandation également de Colbert, Louis XIV est celui qui a réussi à arrêter la chasse aux sorcières. Alors j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que j'en ai compris. Vous avez Jean Delumeau qui a assez bien étudié la chose, pas uniquement, enfin il y a un tas d'historiens qui sont passés sur la chose, mais j'ai compris que la seule autorité susceptible d'arrêter la chasse aux sorcières, c'était l'autorité royale centralisée. C'est ce qu'on appellerait jacobine dans d'autres termes. Pourquoi ? Parce que les procès en sorcellerie étaient des folies collectives qui prenaient les gens de village en village, de lieu en lieu, et que personne ne pouvait arrêter sur place. Et les pays qui n'avaient pas, la Suisse par exemple, qui était beaucoup plus, qui fonctionnait tout à fait décentralisé, a continué de brûler les sorcières longtemps après la France. Il a suffi que le roi dise j'interdis parce que tel est mon plaisir, ça s'est arrêté net. Et je vous assure qu'il y avait de quoi arrêter. Donc voilà, des bienfaits d'un certain pouvoir centralisé, fort et au-dessus des baronnies. Sur réactionnaire, juste, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, réactionnaire, c'est conservateur avec le panache en plus. C'est souvent comme ça que le mot réactionnaire, contrairement, effectivement, quand on vient du marxisme, le mot réactionnaire... Non, mais c'est surtout la critique que font les gens de gauche. Quand on traite quelqu'un de réactionnaire, c'est-à-dire un vieux con qui ne veut rien comprendre à la modernité. Dans la droite catholique, dans la droite traditionnelle, souvent le mot réactionnaire désigne un certain panache par opposition au conservatisme qui apparaît souvent comme une façon de pactiser avec l'ordre bourgeois tel qu'il est et d'essayer de le sauver. Il y a Pierre Boutan qui disait il parlait de cet ordre justement qui finalement n'était plus qu'un désordre. Il n'y avait plus rien à sauver finalement de l'ordre tel qu'il était. Non, mais moi j'insiste pour que, venant d'un autre monde, que vous soyez précis sur cette définition pour éviter les pièges ou les défaites injustes, quoi. Après, le dernier sujet, effectivement, qui est très intéressant et qui rejoint Égalité et Réconciliation, c'est sur l'idée, qui est une idée très actuelle et très légitime, d'identité. Hein, le sursaut, la colère identitaire française à cause d'une immigration incontrôlée, exponentielle due à Schengen, etc. Et la question identitaire est fondamentale, il n'est pas question de la nier. Après, moi, comme je le dis souvent, et ça rejoint comme par hasard la pensée maurassienne, c'est que moi je suis un identitaire français, je ne suis ni un identitaire anglais ni allemand. Et c'est vrai que Maurras, pour ça, c'est très bien aussi, parce que sans tomber dans les abstractions droits de l'homiste qui nient toute origine, tout enracinement ethnoculturel. Moi, je me suis fait insulter parce que j'ai dit effectivement qu'un Français de souche, c'était en général un Français d'abord européen et catholique. Je me suis fait insulter par des gens qui disaient que c'était un scandale. Si j'en dis, si je transpose pour le Maroc, vous trouvez ça tout à fait normal, que je dise qu'un Marocain, c'est d'abord un type issu du Maghreb et de religion musulmane. Là, ça les gêne pas du tout. Mais ils ont tellement été lobotomisés par la gauche dictatoriale française que dès qu'on dit, c'est comme logique, quand je dis la France aux Français, au début, comme je faisais des conférences à public mixte, et je dis la France aux Français, c'était nazi. Je me dis, attendez, le Maroc aux Marocains, vous trouvez ça comment? Ah bah ça c'est bien. L'Algérie aux Algériens, bah ça c'est normal. Et d'un seul coup, voilà. Donc voilà. Alors après, donc tu es un patriote français comme moi, je suis un patriote algérien. Oui. Ah ben alors respect. Vous voyez, on a tout un travail à faire malheureusement. Et sur la question identitaire, c'est assez subtil parce qu'effectivement l'identité française qui est liée à la géographie de la France, à sa géopolitique, puisqu'on a la Languedoc, enfin le pays d'Oc, le pays d'Oil, on a des gens, on a la mer du Nord. On a la Manche, on a l'Atlantique, on a la Méditerranée. On est un pays qui, par son être même géographique, est un pays de diversité. Par exemple, on ne peut pas se choquer profondément qu'il y ait des Maghrébins à Marseille, puisque c'est quand même un port sur la Méditerranée, depuis qui a des échanges avec le Sud depuis 2500 ans, etc. Par contre, quand je vois qu'il y a des émeutes ethniques avec des musulmans en Suède, là je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas d'histoire coloniale de la Suède qui justifie effectivement un problème de communauté musulmane inassimilée en Suède. Pour vous dire que effectivement la question de l'identité française est beaucoup plus subtile que pour des tas d'autres pays. Tu l'as très bien dit pour l'Allemagne ou pour l'Angleterre qui est autre chose. L'Angleterre est un pays communautaire en Angleterre personne ne se choque qu'une femme ait une burqa. Ce qui est agaçant pour un Anglais, ça serait qu'un musulman mette un kilt parce qu'on n'aime pas que quelqu'un qui n'est pas de sa race se mette à vous imiter. Vous voyez, c'est presque l'inverse. C'est reste dans ta communauté et on coexiste pacifiquement dans une ignorance réciproque. Ce n'est pas la tradition française. Donc en fait, quand on s'inscrit dans l'identité française, il faut comprendre profondément ce que veut dire identité française. Alors moi, j'ai constaté que beaucoup de gens aujourd'hui qui légitimement sont en colère identitaire parce que la France est en train d'être dévastée dans tous les sens, se mettent sur le modèle identitaire allemand. Parce que sans doute ça a été le plus
audible dans les années 40, vous voyez, mais c'est pas pour ça que c'est le nôtre. Voilà. Donc effectivement, je dis soyez des identitaires français, vous verrez que là, il est possible effectivement d'agréger pour la plus grande gloire de la nation française, de la grande nation, effectivement, des gens issus de notre ancien empire colonial, dès lors qui ratifient la charte française, je dirais, qui n'est pas seulement formelle, hein, mais dès lors qu'ils se mettent à aimer profondément le pays dans lequel ils sont nés, qui commencent à comprendre son idiosyncrasie, son histoire, etc. Et que ce rejet total, comme certains m'en parlent, hein, qui me disent il y avait même, excusez-moi, mais malgré la mort tragique de Vénère, effectivement, je n'étais pas sur sa ligne totalement. Hein, voilà. J'estime que la France a un axe est qui est un axe européen, évidemment. Hein, Paris, Berlin, Belgrade, Moscou, absolument à travailler. Puis aussi un axe sud qui est le sien depuis très longtemps, avec la francophonie, le fait que même quand comment dirais-je, un excité franco-algérien nourri au FLN, même quand il m'insulte en français, ce qui est pas mal déjà. C'est dans ma langue. Ce qu'il faut pas oublier, hein, et qu'il y a effectivement la francophonie qui est quelque chose à laquelle on ne doit pas tourner le dos. Ça fait partie des cartes de la France, comme aussi son espace maritime, qui, je le rappelle, est le deuxième espace maritime du monde. Hein, c'est très important. Et ça, c'est des cartes de la France, et que parfois certains déchirent effectivement par un agacement légitime, mais qui les mènent vers des positions qui, à mon avis, ne sont pas compatibles avec la tradition française, avec le génie français, avec l'intérêt français bien compris. Et effectivement de tomber dans parfois un refus de la pensée historique, un refus de la pensée dialectique et un essentialisme qui est même anti-français parfois. Je vous le dis, qui tombe dans l'identitaire à l'anglaise ou l'identitaire à l'allemande. Et ça correspond aussi à un effondrement de l'identité française sur le plan épistémologique et idéologique. Aujourd'hui, on voit bien que l'exception française, le modèle français, était un modèle alternatif à la fois à l'hégémonie anglo-saxonne, mais aussi même à la Oumma islamique. Hein. Il y avait l'exemple français que De Gaulle a assez bien compris après 58 et qu'il est d'ailleurs allé promouvoir de façon tellement efficace que les Américains lui ont fait la peau. Hein. C'est le discours de Phnom Penh, le discours de Québec, etc. Et je pense que là aussi c'est une manière de réintroduire De Gaulle malgré certains qui ne l'aiment pas. Je pense qu'il est très important de comprendre ce qu'est le génie français, et qui est aussi le fait qu'on peut être là tous les trois, et c'est bien s'entendre, et de ne pas, sous prétexte que la France est en danger, justement lui tourner le dos. Car aujourd'hui, je pense qu'il faut défendre le génie français, qui est effectivement la longue histoire française à comprendre, et aussi ses mutations qui ne sont pas forcément totalement honteuses. Il y a aussi un génie, excusez-moi de le dire, de la Révolution française. Il y en a un. Il y a une épopée napoléonienne qui n'est pas rien, et dont on peut, avec des choses qui ont été créées, je sais pas, la Légion d'honneur, des choses comme ça, des apports. Hein, et je crois qu'il est très très important dans cette période où la France est bousculée de façon discrète et très perverse par l'hégémonie anglo-saxonne, et de façon peut-être plus fictive mais plus visible aussi par un prurit islamique complexe et instrumentalisé. Ça sera un autre sujet de conférence un jour, pour expliquer malheureusement aux gens que l'islam est une question très complexe, et quand les gens disent l'islam comme ça, je dis déjà, si tu dis l'islam, c'est que tu n'as rien compris, il y a des islams. Et je parlais récemment, encore hier, avec quelqu'un de haut placé dans l'administration française, et qui ne connaissait même pas la différence entre chiites et sunnites, et qui ne comprenait rien à la situation libanaise, parce qu'il disait quand même, Aoun a trahi, il s'est rangé du côté des islamistes. Et là, les bras m'en tombent, le mec est haut fonctionnaire et il ne sait pas que le Hezbollah, ce sont des chiites qui se battent à mort contre les islamistes de la tendance wahhabo-qatari, et que ce qui permet aujourd'hui au Liban de tenir malgré toutes les manipulations et les agressions extérieures essentiellement dues à la puissance sioniste, c'est justement ce pacte de réconciliation nationale entre le Hezbollah chiite et les chrétiens du général Aoun. Voilà. Et cette histoire libanaise est très importante à étudier parce que c'est notre avenir. C'est le piège dans lequel nous tomberons ou pas demain. Hein, parce que ça sera ma conclusion prophético-catastrophique. La France est traversée aujourd'hui par des telles lignes de fractures sociales, ethniques, religieuses, et il y a à la tête du pays des gens qui sont tellement des ennemis de la France. Hein, il n'y a plus un Français au gouvernement français. Je ne veux pas aller plus loin, mais oui, c'est vrai, bien sûr. Comme pour la Yougoslavie, comme pour le Liban, et même comme pour un moment donné, quand on a essayé de détruire la Russie après Eltsine,
la France est un pays terriblement en danger si nous ne sommes pas supérieurement intelligents pour éviter les pièges. On peut aujourd'hui créer une grève générale au niveau des travailleurs, avec la destruction du contrat à durée indéterminée, c'est possible. Mélenchon s'en chargera. On peut faire une grève générale des profs et des fonctionnaires, une grève générale des étudiants, et de gauche et de droite. Avec le printemps français, on pourra même les mettre face à face. On peut faire des éruptions ethnico-confessionnelles en banlieue avec l'argent du Qatar et les manipulations de la DCRI, etc. Des affaires Mera multipliées à n'en plus finir. On peut faire péter le pays dans tous les sens, pendant que, comme vous le savez, on a démoralisé totalement la police et on est en train de détruire l'armée française, vous le savez, par le livre blanc. C'est-à-dire que la France est un pays qui est peut-être en danger comme jamais il ne l'a été de son histoire, ou peut-être avant qu'émerge une jeune Lorraine comme Jeanne d'Arc, parce qu'il y a des miracles français récurrents. La France est un pays, si nous ne sommes pas supérieurement intelligents dans la manière de désigner nos ennemis primaires et secondaires, pour faire référence à Carl Schmitt, dans notre façon de bien analyser les manipulations, les dangers réels, les dangers fantasmés, et de bien doser sur la manière de réagir à ces dangers souvent réels mais mal analysés, la France est un pays au bord de l'explosion, il faut le savoir, et certains, et qui sont à la tête de l'oligarchie, ont même intérêt à cette explosion, s'ils ne veulent pas demain être désignés comme les responsables de tous nos malheurs. Et c'est pour ça que la France est un pays terriblement en danger aujourd'hui, et que nous avons le devoir d'être très intelligents et très circonspects dans nos manières d'agir, malgré notre souffrance et notre colère, qui effectivement sont légitimes, mais qui ne conduisent pas souvent, la souffrance et la colère, à l'action intelligente immédiate. Voilà. Et je finirai là-dessus. C'est des pistes de réflexion pour l'avenir, et c'est, je dirais, l'objet central de mon combat, si vous pouvez le comprendre. Voilà. Merci à vous.